Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Ça va, Anthony? Bonjour Christophe, ça va super bien toi? Ça va super bien, on est de retour de au l'été. Studio, exact. Au studio, un invité, ça faisait un bout qu'on n'avait pas eu d'invité là, avec l'été En effet, un peu plus tranquille. En effet. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui a déjà passé sur le podcast, n'est-ce pas? Oui, exactement. On reçoit Patrick Saint-Onge de Patrick Saint-Onge CPA, qui est un fiscaliste, qui était venu nous parler de fiscalité. Un de nos podcasts, je pense que les gens ont le plus apprécié. C'est un qui a le plus de views à date. Fait que c'était grand temps qu'on le ramène sur le podcast. Il était assez gentil de vouloir se prêter au jeu. Très connaissant, oui. Puis aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est sur les lèvres de presque tous mes clients, ou s'ils ne le sont pas, c'est moi qui apporte le sujet. C'est les sociétés de gestion. Ouais. Un sujet qui est très méconnu, mais qui ne devrait pas l'être. Donc, sans plus tarder, avant qu'on parte ça, je veux juste dire que la plupart de il y a beaucoup de monde qui nous écoute, qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous! Oui, c'est vrai. On a regardé nos statistiques, là, ça fait un an maintenant. On a plusieurs abonnés, là, on est très contents, mais on a des gens qui nous écoutent, mais qui ne sont pas abonnés. Fait que, si c'est le cas, faites juste vous abonner. Oui. Puis, ça va nous aider, puis on apprécie ça, puis comme ça, vous ne manquerez pas un épisode. Oui, exactement. Puis aussi, mettez des likes, surtout sur les épisodes que vous appréciez. Oui, c'est ça. Ça nous donne une bonne idée de quel épisode les gens aiment, qu'est-ce qui vous intéresse. C'est sûr, si vous voulez mettre un commentaire puis nous dire exactement qu'est-ce que vous aimez, c'est beaucoup plus facile, mais non, ça nous aide beaucoup. Là, on regarde les statistiques puis de voir qu'est-ce que les gens veulent entendre. Exact. Bon, maintenant, on peut partir ça, Christophe. Alors, sans plus tarder, on passe ça. Bonjour Patrick, merci de revenir sur le podcast. Je pense que c'est notre premier invité qui revient pour une deuxième fois. Je pense qu'on en a d'autres de studio, mais tu es le premier qui nous fait l'honneur de revenir une deuxième fois au podcast. Donc merci beaucoup Patrick. Bien, merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Puis comme on l'a mentionné en intro, aujourd'hui on va parler des sociétés de gestion. Parce que c'est un sujet que les gens me parlent souvent, posent beaucoup de questions par rapport à ça, puis qui est très, très, très méconnu. Il y a beaucoup de gens aussi qui ont même pas... Ça leur passe même pas par la tête d'ouvrir une société de gestion, puis dans certains cas, ça peut être très, très, très avantageux. Donc, première question pour toi, c'est quoi une société de gestion? Comment ça se différencie d'une société opérante, là, par exemple? Bonne question. Ce qui convient aussi de définir, c'est quoi aussi, comment ça peut s'appeler? Parce tu me parles d'une société de gestion, mais pour certaines personnes, ça va être une société de portefeuille, pour d'autres, ça va être un holding. Donc, ces termes-là sont un peu galvaudés, mais ils reviennent toujours au même. Aux fins fiscales, parce que là, on parle de fiscalité, une société de gestion, mais c'est une société dans laquelle on va accumuler des actifs. Dans la plupart des cas, ça va être à l'abri de l'impôt. Donc, on va travailler avec impôt reporté. On prend un exemple, on a un dividende de notre compagnie opérante. Notre actionnaire n'a pas besoin d'argent à court terme. On le verse à la société de portefeuille. Et puis là, il peut ne pas avoir d'impôt et on peut le réinvestir, cet argent-là. Donc, en fiscalité, il y a ce qu'on appelle la règle des 3D, diviser, différer et déduire. Donc, lorsqu'on met en place une société de portefeuille, c'est qu'on travaille sur le différé. Donc, on met de l'argent, on met un actif, et puis il y aura un impôt dans le futur. Ce n'est pas un outil pour
faire de l'évasion fiscale ou il n'y aura pas d'impôt, mais on réussit à reporter une incidence fiscale pour l'actionnaire. Donc, c'est surtout ça, une société de gestion. Ça peut avoir d'autres vocations lorsqu'on met en place des structures un peu plus complexes, notamment à faire des transferts d'argent entre deux structures si on a plusieurs activités. Mais la fin, si on fait des recherches sur Internet, ça va souvent revenir à ça, c'est l'accumulation d'actifs dans une entité. OK. Puis pour pas faire peur aux gens, une fois que tu es incorporé, tu as ta société opérante, ça va bien, puis tu es à un point où est-ce que tu dis, peut-être que là, ce serait intéressant d'avoir, ton comptable te dit, ce serait intéressant d'ouvrir une société de gestion. Est-ce que ça peut se faire sans incidence fiscale ou de vendre tes actions de la société opérante dans ta société de gestion, ça va nécessairement avoir un gain. C'est de générer un gain ou une imposition à ce moment-là. Mais la loi, c'est rare là, qu'elle va permettre ça, permet de faire un choix pour ne pas payer d'impôts lorsqu'on met en place la structure avec la société de gestion. Donc, dans ton exemple, si tu prends tes actions de ta société opérante et tu les transfères à la société de portefeuille, tu peux produire un formulaire auprès des autorités fiscales et puis tu leur demandes de ne pas payer d'impôts. Là. Donc, je galvaude un peu, là, mais tu fais un choix de dire si tes actions valaient 100 $, la loi te permet de les vendre à 100 $, même s'ils valent 1 million, par exemple. Donc, la transaction peut s'effectuer sans effet monétaire. Donc, il n'y aura pas d'impôt. OK. Puis pourquoi est-ce que quelqu'un pourrait faire ça? C'est quoi les T'as-tu un shortlist des... Moi, j'en ai quelques-uns en tête, là, c'est pour ça que je le demande. Mais de pourquoi est-ce qu'une société de gestion pourrait être intéressante de quelqu'un qui a peut-être un certain succès dans sa société opérante? Effectivement, il y a beaucoup de motifs qui pourraient justifier la mise en place d'une société de portefeuille. Le premier, d'après moi, parce qu'on parle de fiscalité, mais il y a aussi l'aspect légal qu'il faut regarder dans une structure. Donc, ça serait, tu as accumulé une certaine quantité de liquidité dans ta compagnie. Tu as une compagnie qui peut être à risque. Et donc là, tu veux protéger ton actif et donc tu vas sortir les liquidités qu'on appelle excédentaires, l'argent que tu n'as pas besoin pour opérer, payer tes employés. Donc, tu vas l'isoler dans une compagnie de gestion. Donc, ça va être une stratégie de protection d'actifs. Donc, tu n'as pas besoin de ça personnellement, puis tu veux le sortir de ton opérante. Donc, ça serait un des motifs qui pourrait être important. Dans le cas où il y aurait une poursuite ou un différend commercial dans la société opérante, puis que, après ça, si tu ne mets pas à risque les liquidités, dans le fond. Exact. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quelqu'un qui fait cette stratégie-là, ou du moins qui met en place cette opération-là, mais il y a des délais aussi à rencontrer. Donc, si la compagnie devait faire faillite dans les 12 mois après le versement du dividende, un syndic pourrait tout simplement aller rechercher l'argent. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on fait affaire, on travaille avec des clients qui ont des entreprises un peu plus risquées que d'autres, mais on va mettre en place une stratégie de versement de dividendes réguliers que donc à tous les années, en produisant l'état financier, on devrait penser à sortir les liquidités. Un autre peut-être motif là, qui pourrait être important, c'est lorsque quelqu'un considère la vente d'entreprise. Ouais. Donc, la loi de l'impôt prévoit que pour aller chercher la fameuse exemption du gain capital, le premier 915 000, on va faire un chiffron, est exempté d'impôt. Il y a des ratios financiers à respecter. Donc, on ne peut pas avoir des excédents de liquidité, on ne peut pas avoir certains types d'actifs dans la compagnie. Donc, on va verser un dividende vers la société de portefeuille pour se qualifier. Donc, on appelle ça une opération de purification, là, donc dans le jargon. Et donc, ça permet de faire une vente là, qui est optimale. Puis encore ça aussi, il y a la notion que, il y a au moment de la vente, mais il y a aussi 2 ans avant. Donc, faut y penser un peu d'avance, là, de ne pas juste le verser au moment que l'entreprise est vendue. Là. Tout à fait. C'est comme un peu de l'hygiène corporative, là, appelons ça comme ça, de verser des dividendes, s'assurer qu'on ne laisse pas trop d'actifs inutiles dans la compagnie, inutiles dans le sens qu'ils pourraient être dans une société de portefeuille. Ils ne sont pas nécessaires aux opérations, donc ça serait important à considérer. Puis on va toucher aujourd'hui beaucoup à ce qu'on appelle les mythes versus réalité. Là, c'est une section qu'on va essayer d'incorporer plus régulièrement dans nos épisodes, mais le split de revenus. Mm-hmm. Ça, c'est une autre raison pourquoi les gens vont aller chercher une société de gestion. C'est de dire, est-ce que je peux verser à ma ou mon conjoint une portion des dividendes si mon conjoint souscrit à des actions.
Excellente question. Ça fait l'objet d'une réforme en 2018. Là, donc, depuis le 1er janvier 2018, verser un dividende à qui que ce soit est devenu compliqué. Donc, si vous avez... Puis là, il y a 2 groupes d'âge. Là, donc, il faut comprendre qu'il y a eu un peu de lobby. Là, donc, les gens de plus de 65 ans qui ne sont pas forcément sujets à l'impôt sur le revenu fractionné. Donc, si vous avez... un auditeur est dans ce groupe d'âge-là, mais oui, la réponse pourrait être tu peux verser un dividende à ta conjointe sans te soucier de ces règles-là et sans te soucier de la contribution que la personne aurait eue dans les dernières années. Mais si on regarde les autres groupes d'individus, ben là, ça devient beaucoup plus difficile. Donc, puis ce que la loi a essayé de faire, c'est d'interdire le transfert du revenu d'une personne vers l'autre. Là. Donc, le seul cas où on peut le faire, c'est s'il y a soit une détention de 10% personnellement dans la structure ou si ça fait partie d'une rémunération où on compense la personne pour l'effort ou l'investissement qu'elle a fait dans la compagnie. Donc, on présuppose qu'elle n'a pas déjà un salaire. Donc, parce que si elle a un salaire, mais là, il faut considérer, si tu y verses un dividende de 10 000 plus son salaire, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que, globalement? Donc, il faut se poser beaucoup plus de questions. On a un peu, si on veut, on colle un peu sur la même question qu'on avait pour les salaires. Est-ce que c'est raisonnable, compte tenu de... Est-ce qu'un tiers aurait versé ce montant-là à cette personne-là si... sans indépendance. Parce que l'enjeu, c'est que ces personnes-là sont liées. Donc, parce que si moi, mettons, j'ai une société de gestion, puis je verse un salaire à Anthony, il y a personne qui va dire « Ah, ben non, tu fais ça pour sauver de l'impôt parce que c'est une personne qui m'est pas... On n'est pas liés. » Donc, c'est comme, ben, si tu veux donner de l'argent, tu sais, paye-le à rien faire. Mais quand c'est des personnes liées, c'est là qu'on a vraiment des problèmes. Oui, dans la famille. On doit faire. Exactement. Donc, à chaque fois qu'on verse un dividende aux enfants, aux conjoints, là, on a malheureusement une question. Et puis, c'est sur les feuillets que les contribuables reçoivent, mais techniquement, du moins, le comptable est supposé avoir fait la détermination si c'était sujet à l'impôt sur le revenu fractionné ou pas. Là. Puis, si j'ai une société de gestion, est-ce que je peux déduire des dépenses dans ma société de gestion pour aller un peu contrer mon revenu de placement, par exemple? Ben, je te dirais oui, les dépenses qu'on pourrait considérer raisonnables. Donc, tu as peut-être le droit à un bureau, du moins, il y a une adresse, il y a probablement quelque chose que tu peux déduire à ce propos-là. Peut-être un certain montant par mois. Mais si tu penses plutôt à un salaire à un conjoint ou c'est ce genre de questions-là, bien là encore là, on va revenir à la raisonnabilité. On va se dire, est-ce que c'est raisonnable de déduire ou de verser un salaire à un enfant ou à un conjoint compte tenu du rôle qu'on fait? Parce qu'on s'entend que dans une compagnie de gestion, habituellement, ça va être des placements à la bourse qui vont avoir, il va y avoir une gestion discrétionnaire par un planificateur financier ou quelqu'un d'autre. Ou il va avoir peut-être un immeuble à revenu là-dedans qui, c'est sûr que ça va prendre un certain temps, mais est-ce que c'est raisonnable de verser ton salaire? Donc, la réponse, c'est est-ce que c'est raisonnable? Puis il faut que ça ait un certain lien avec les actifs qui sont dans la société. Donc, déduire des frais personnels, un yacht, un avion, s'il n'y a aucun lien ni avec les actifs de la compagnie de portefeuille, ni avec la compagnie opérante, mais là, tu vas avoir beaucoup de difficultés à le déduire. Ou même, tu sais, tu parles d'un yacht ou d'un avion, mais ça peut être une voiture aussi. Là, si tu as juste des placements à la bourse, oui, ça serait même une voiture, c'est pas raisonnable. Il n'y a pas de... Il y a très peu d'utilité. Mais il y a une jurisprudence dernièrement, puis il y a quelqu'un qui a gagné par rapport à l'usage d'un bateau parce qu'il était en mesure de démontrer qu'il faisait sa business dans les marinas et il vendait des produits qui étaient relatifs à ça. Et puis, dernièrement, la Cour lui a donné raison. Il détenait son bateau à travers une société de portefeuille, puis l'opérante lui versait un dividende pour compenser pour cette dépense-là. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut analyser. Est-ce que c'est raisonnable? Mais habituellement, dans une compagnie de gestion, à part les honoraires du conseiller, peut-être du comptable, l'avocat pour faire la mise à jour des livres, peut-être un bureau, on ne verra pas grand-chose d'autre. Ou s'il y a d'autres choses, mais on peut se poser la question, est-ce que c'est déductible? OK. Là, on parlait d'immeubles à revenus, tu l'as mentionné, puis là, je saute sur l'opportunité. Si je veux, est-ce que je peux mettre un immeuble, ou est-ce que je peux, puis est-ce que c'est une bonne idée de mettre un immeuble à revenus dans ma société de gestion? Ça peut être une excellente idée lorsque tu as
un dividende qui provient de la compagnie opérante. Donc, tu reçois ton capital libre d'impôt dans ta compagnie de portefeuille. Puis par la suite, tu fais ton investissement dans ton bien immobilier. Donc, tu as sauvé l'impôt personnel. Donc, tu as beaucoup plus de capital à investir. Donc, ça fait un certain sens. Mais transférer un immeuble que tu détiens personnellement, que tu as acheté avec des actifs qui ont déjà été imposés et le pousser dans la compagnie, ça peut ne pas être une bonne idée pour la simple et bonne raison qu'une compagnie de portefeuille sur du revenu locatif, et là, c'est un choix que le gouvernement a fait à une certaine époque. Si la personne emploie moins de 5 employés, mais la compagnie va être taxée à 51% sur le premier dollar de profit. Ouais. Contrairement au taux d'impôt de l'actionnaire qui pourrait être beaucoup moindre. Quelqu'un qui est taxé à 50% déjà, il veut la mettre dans une compagnie pour notamment faire un gel, prévoir la transmission du parc immobilier en faveur de ses enfants, bien, il va être un peu indifférent parce que le taux d'impôt va être le même, puis la corporation va lui donner un bon véhicule pour arriver à ses fins. Mais quelqu'un qui a un taux d'impôt de 20%, 22% versus 51%, là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Okay? Donc ça serait, si on veut, la première partie de la réponse. Et puis la deuxième, c'est que en plus d'avoir un taux de 51%, depuis 2012, d'une façon répétée, les gouvernements sont venus jouer dans le taux d'impôt du dividende parce qu'ils voyaient bien qu'il y avait comme... Ça ne fonctionnait pas avec les autres revenus. Là, donc, les entrepreneurs ont mis en place beaucoup de sociétés par action. Donc, lorsqu'on met une compagnie, un immeuble dans une compagnie, donc lorsqu'on regarde la taxation du loyer qui va être reçu et du gain en capital futur, en raison de l'imposition du dividende, bien, il va vous en rester moins dans vos poches que si vous l'aviez détenu personnellement, l'immeuble. Donc, ça prend un motif qui est autre que juste de générer du loyer dans la structure. Donc, habituellement, moi, je vais m'en tenir. C'est soit que tu as le capital qui est versé libre d'impôt ou tu as besoin d'une planification qu'on va appeler testamentaire, où là, on va jouer avec cet outil-là. Là. Donc, mais sinon, j'éviterais de mettre un immeuble dans une compagnie. Puis, je revenais avec la planification testamentaire un peu plus tard, mais je te posais la question pour l'immeuble locatif pour t'apporter sur un autre terrain qui est plus glissant, mais si je veux m'acheter un chalet à travers ma société de gestion, j'ai des fonds dans ma société de gestion, plutôt que de les sortir, de m'imposer là-dessus, est-ce que je suis mieux peut-être d'acheter mon chalet avec ma société de gestion puis de me le louer à moi-même? Bien, c'est une idée. Donc, ça va fonctionner parce que tu m'as bien dit, je vais me le louer à moi-même. Donc, et puis, ce que la loi va exiger, c'est que le loyer soit la valeur marchande. Donc, c'est sûr que une comparaison marché. Exactement. Donc, souvent, les gens vont tenter d'avoir un loyer qui est très, très bas. Ça fonctionne, le chalet, dans un cas où tu as déjà une résidence ailleurs, en ville, et puis c'est une propriété secondaire, et puis tu pourrais déjà bénéficier de l'exemption pour résidence principale sur un autre immeuble. Mais quelqu'un qui est locataire en ville, parce que c'est plus un pied-à-terre, s'achète ce qu'on appelle un chalet, et l'acheter par le biais de la corporation, ça serait une erreur, parce que à la revente, tu perdrais ton exonération. Donc, ça serait un point là, à regarder. Puis si tu me permets juste une petite parenthèse, je reviens à mon immobilier. Là. Donc, un peu plus tôt, je parlais vraiment d'immeubles locatifs avec moins de 5 employés. Mais quelqu'un qui voudrait faire des flips immobiliers, par exemple. Donc, là, ça serait une autre question. Là, je disais, mais là, c'est peut-être pas une bonne idée pour différentes raisons, mais si c'était plutôt des flips ou de la gestion immobilière ou quelque chose de très actif, bien, l'avoir dans une compagnie, ça pourrait ça aurait du sens parce que là, on ne serait pas assujetti au taux de 51, mais on serait assujetti au taux de 20% dans la compagnie, là, ça dépend du nombre d'employés, donc ça viendrait du revenu actif. Donc, c'est peut-être... ça dépend tout le temps de l'activité aussi. Les gens n'aiment pas ça, là, mais quand on pose une question au comptable ou au fiscaliste, ça dépend toujours. Il faut regarder le contexte, l'activité, la famille. Donc, et puis, on vient à trouver un interstice où ça fait du sens, c'est optimal pour... d'un point de vue fiscal. Je suis content, Anthony, parce qu'on a fait un épisode sur l'immobilier en incorporation, puis on arrivait à peu près aux mêmes conclusions que toi, fait que on était sur la bonne route, Anthony. Ça vient me confirmer ce qu'on avait dit déjà. Puis le fait aussi que, je pense que la société comme tu dis, ça va dépendre de quel genre d'immeuble
à revenu, c'est quoi le capital que tu dois mettre, c'est quoi la situation aussi, parce qu'on avait dit aussi que souvent, les immeubles à revenus sont un peu à perte là, à chaque année. Donc, d'avoir des pertes dans une société de gestion, tu ne peux pas les transférer personnellement contre ton revenu. Malheureusement. Donc, fait qu'il reste pogné là, jusqu'à temps que tu vendes ton gain en capital. Peut-être ton gain en capital. Exactement. Parce qu'il y a quand même des structures alternatives qu'on pourrait considérer. Parce qu'on parle tout le temps d'une société de portefeuille incorporée. Mais il y a d'autres outils qui peuvent faire office de société de portefeuille. On pourrait penser à une société en commandite dans le domaine de l'immobilier. On pourrait faire notre planification testamentaire et puis distribuer les pertes aux associés en fin d'année. Donc là, tu n'aurais pas la problématique de la corporation. Donc, là, c'est de mettre l'argent dans la société en commandite. Mais on peut interposer une société de portefeuille et une société de portefeuille en commandite et puis faire transiter l'argent dans la structure. Donc, c'est pour ça qu'un peu plus tôt, je vous parlais de la société de portefeuille va nous permettre de souvent transférer des sommes d'argent et puis arriver à nos fins. Là. Donc, c'est sûr que ça pourrait... C'est un peu plus... On complexifie un peu notre structure. Oui. Une autre question, j'ai une société de portefeuille avec lesquelles je détiens ma société opérante. Je vends ma société opérante, j'ai beaucoup de sommes qui rentrent dans ma société de portefeuille. Je ne veux pas nécessairement les sortir, mais je veux me lancer dans quelque chose d'autre. Est-ce que je peux utiliser ma société de portefeuille pour aller partir une autre business puis qu'elle devienne effectivement une société opérante par la suite? Oui, tout à fait. Donc, il n'y a pas d'exigence que la société de portefeuille reste une société de portefeuille. Là. Du moins, il y aurait peut-être à changer son statut au registre des entreprises. Mais elle pourrait très bien devenir une société opérante avec un certain capital de risque ou de départ. Puis tu aurais atteint ton objectif de capitaliser cette entreprise-là. Parce que dans le fond, ce que je voulais apporter, c'est le fait qu'une société de portefeuille, c'est une société de portefeuille parce qu'elle détient des trucs. Mais c'est pas... au niveau de sa constitution, ça reste une société comme n'importe quelle autre société. Là. Il n'y a pas de critère qui fait que ça peut juste servir à ça. Là. Non, effectivement, tu as raison. Il n'y a pas comme en France où il peut y avoir différents types de sociétés qui sont régies par différents codes. Nous, ici, c'est une compagnie, une société par action, et puis c'est la même loi. On l'appelle société portefeuille parce qu'elle est passive. Donc, elle détient des trucs et puis il n'y a pas des opérations au quotidien. Donc, ça va être une fois par mois ou des fois quelques fois par année. Là. C'est plus une gestion d'argent quand tu as un surplus. Exact. Là, je reviens un peu à ce que j'avais fait allusion un peu plus tôt. Quand il y a un décès, lorsqu'il y a une succession, est-ce que la société opérante, ça peut être un bon véhicule pour justement, au lieu, parce qu'on sait que quand tu décèdes, tous tes actifs sont il y a une disposition présumée là, au moment du décès. Si je mets tout dans ma société, est-ce que ça peut avoir un impact ou une incidence où je pourrais éviter ou mieux planifier ma fiscalité au moment du décès à travers une société portefeuille? Si tu veux planifier le décès, puis du moins avoir un report d'impôt sur l'autre génération, habituellement, tu vas devoir faire de quoi d'un peu plus complexe. Parce que si tu décèdes avec des actions d'une société de gestion ou des actions d'une société opérante, puis ça s'en va pas à ton conjoint, mais tu vas avoir la disposition réputée au décès. Donc, dans des structures où on veut mettre en place une planification testamentaire, mais c'est là que la fiducie va intervenir au-dessus de la société de portefeuille. Parce qu'au décès, mais là, les actions vont pouvoir aller aux enfants ou à quelqu'un d'autre. Là. Donc, parce que si c'est le conjoint, mais il y a un roulement, il n'y a pas d'impôt. Donc, avec une fiducie par-dessus la société de portefeuille, tu atteindrais probablement ton objectif de reporter encore plus l'impôt, du moins d'une génération. Donc, parce que tu aurais la liquidation de la fiducio après le décès, du moins dans le cadre de transactions qu'on appelle post-mortem, là, pour remettre les biens aux héritiers. Mais c'est par là que ça s'effectuerait, parce que sinon, tu n'as rien fait.
Ouais. Parce que tu détiens les actions, donc il y a disposition réputée, tu as de l'impôt. Puis là, pour éviter la double imposition, là, les liquidateurs, il y a plusieurs gestes à poser dans l'année qui suit la liquidation de la succession pour éviter qu'il y ait de l'impôt dans la dernière déclaration du défunt et un impôt dans la succession. Là. Donc, il y a vraiment un risque de double imposition. Puis la loi, si les gestes sont bien faits dans les déclarations de revenus, mais il n'y aura pas de risque. OK. Ça répond à ma question. Moi, c'est intéressant. Puis par rapport, pas seulement au décès, mais peut-être succession là, d'entreprise, planification de transfert d'entreprise, la relève, oui. Ouais. Est-ce que c'est à peu près le même ordre d'idée? Par rapport à l'utilisation d'une société de portefeuille, parce que là, on intègre un peu ce qu'on a dit un peu plus tôt, parce que depuis juin 2021, parce que là, on va parler peut-être de relève familiale. Donc, c'est peut-être, prenons ce cas-là, donc, qui peut être intéressant. Donc, tu as un enfant qui est intéressé. Avant juin 2021, il n'y avait rien à faire. Donc, les parents n'avaient pas droit à l'exonération du gain capital. Depuis juin 2021, mais il y a... Si tu vends une compagnie qui est détenue par ton enfant, mais tu pourras avoir le droit à l'exonération du gain capital. Donc là, ici, ça serait pour une transaction de purification que tu utiliserais ta société de portefeuille. Elle viendrait t'aider. Donc, ça serait que ce soit un membre de la famille ou un étranger. Tu aurais eu besoin de ta société de portefeuille. Mais la société de portefeuille en soi, donc, elle ne viendra pas t'aider à te permettre de te qualifier, donc de purifier. Tu sais. Donc, puis, depuis le début, là, on parle beaucoup là, de sociétés de portefeuille qui détiennent des opérantes, mais et là, on vient de mélanger exonération du gain capital dans tout ça, mais il faut que la structure soit un peu plus complexe sur la détention des actions parce qu'on veut travailler sur deux plans. On veut mettre la plus-value des actions dans les mains de l'actionnaire, puis on veut faire en sorte que une société de portefeuille reçoive des dividendes. Donc, on ne peut pas détenir des actions qui ont de la valeur à travers une société de portefeuille. Du moins, on va avoir des tests à rencontrer. Là, ça, on pourra revenir un peu plus tard. Mais il faut absolument que l'actionnaire qui vend les actions les détiennent personnellement. Sinon, le holding, la société de portefeuille, va réaliser un gain capital, puis elle va avoir des impôts, puis il n'y a pas d'exonération du gain capital dans une société de portefeuille. Okay. Donc, la capitalisation, la façon qu'on détient les actions est très importante si on veut optimiser la fiscalité quand on considère la société de portefeuille et ce qui vient avec. Oui. Puis si, par exemple, quelqu'un veut vendre sa société de gestion, puis il dit « Ah, je vends à place de sortir l'argent ou les placements de ma société de gestion, je vais la vendre à Anthony pour 915 000 $ parce que j'ai 915 000 $ cash dedans. Est-ce que je pourrais avoir l'exemption de gain capital à ce moment-là? Non, malheureusement, d'un, c'est pas quelque chose qui se qualifie. Par le passé, il y en a qui l'ont essayé, ça fonctionne pas parce que, du moins, vous êtes de connivence et puis c'est une façon... Ça serait considéré être un dividende, dans ton cas, dans ton cas de figure. Puis de toute façon, c'est pas du revenu. La société ne génère pas du revenu actif, c'est du revenu passif. Donc, déjà là, on ne se qualifie pas non plus. Exact. Tu pourrais quand même penser à faire ça pour convertir le taux d'impôt du dividende en gain en capital. Ouais. Donc, là, c'est par un intérêt à faire ça. Tu sauverais peut-être 15 %. Dans ton cas, tu viendrais trouver à peu près environ 100 000 $ d'impôt. Ouais. Donc, mais la loi va un peu plus loin. Encore eu des jurisprudences récemment. Ils vont dire non, c'est une transaction qui ont été réalisées dans le cadre de la liquidation de la société. Donc, c'est un dividende pour toi. Là. Donc, c'est pas... c'est une bonne idée, mais ça marche pas. Oui, mais parce que... Tu peux pas y échapper. Non, puis écoute, puis moi, je le répète tout le temps aux gens puis à mes clients, c'est que dans la loi, puis corrige-moi si je me trompe, mais il y a la notion d'évitement fiscal que si tu fais une transaction seulement pour éviter de l'impôt, c'est illégal, tu n'as pas le droit de le faire. Donc, ils viennent barrer comme dans un cas comme ça où tu dis, mais si je regarde juste les faits, c'est un gain capital, mais ils vont le regarder, ils vont dire non, l'esprit de la loi, c'est pas ça, donc il te l'impose. L'illégalité, je dirais pas jusque-là, c'est pas de l'évasion. C'est pas de l'évasion, mais il est taxé comme... ça va contre ce que tu essayais d'empêcher. Exact. Ils vont te ramener comme ça aurait dû être. Là, donc,
et non pour respecter, comme tu dis, l'esprit de la loi. Ouais, il y a la lettre de la loi, puis il y a l'esprit de la loi. Il faut toujours regarder, c'est toujours, y ont pensé Ben oui. de mettre une clause anti-loophole. Ils pensent pas toujours. Il y en existe oublie. toujours, puis c'est comme ça que Patrick gagne son argent, de lire, tu sais, de bien... Parce que c'est un travail qui est tellement difficile, puis moi, les gens me demandent tout le temps, est-ce que tu fais de la fiscalité? Ou, tu sais, est-ce que tu es fiscaliste? Puis je dis, ben, je suis pas fiscaliste, mais tu sais, je fais de la fiscalité, mais ça, dans des cas de planification comme ça, où il y a tellement de détails, puis de planification, ça prend quelqu'un comme Patrick qui va penser à tous ces trucs-là. Et connaître la loi. Puis faire la planification. Parce que techniquement, si toi, Anthony, tu fais ta propre déclaration d'impôt personnel, tu fais de la fiscalité. Ouais, mais ça fait pas de toi un fiscaliste. Non, en effet. Fait que c'est un peu ça aussi de dire, c'est pour ça qu'il y a tellement de petites nuances que c'est pour ça que des fois, on a besoin d'aller chercher un fiscaliste qui ne fait que ça, day in and day out. T'as raison. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres trucs par rapport qui te venaient à l'idée, des questions que les gens te posent sur les sociétés de gestion? Moi, on en a parlé pas mal. On a déjà fait le tour. Puis il y a plein de sujets auxquels on avait touché déjà. J'ai peut-être une dernière question pour toi. Je connais la réponse, là, mais si j'ai plusieurs sociétés de gestion qui s'interposent, admettons, j'ai ma société opérante, puis entre moi et la société opérante, j'ai 10 sociétés de gestion. Est-ce que je suis plus ou moins imposé ou ça change absolument rien? Ça change absolument rien. Parce que mes sociétés de gestion vont détenir plus que 10%. OK, oui. On présuppose qui détiennent... que le test de détention des actions est rencontré. Là. Donc, pour verser un dividende dans 2 sociétés sans qu'il y ait d'impôt, on a besoin d'avoir plus que 10% en droite ou en vote, ou que les sociétés soient contrôlées par la même personne, le même groupe de personnes. Bien, une fois que tu as rencontré ce test-là, interposer des compagnies, je vois pas en quoi ça pourrait t'aider, là, à part que d'avoir plus de dépenses. Ouais, plus de frais comptables. Ouais, c'est ça. Je veux peut-être payer des frais comptables. Non, mais moi, je pose la question parce que souvent, les gens me disent, mais là, si j'ai une autre société, je vais payer de l'impôt 2 fois. Mais non, justement, le code de l'impôt est fait que tant et aussi longtemps que le dividende ne touche pas les mains d'un individu, tu n'auras pas d'imposition qui va être générée sur le dividende. Oui, il y a beaucoup... tu as raison d'aborder ça parce qu'il n'y a pas vraiment de... Il faut vraiment que tu fasses une erreur et qu'il y ait une double imposition. Là. Donc, puis ce que les gens ne comprennent pas, la plupart du temps, une fois que tu as réussi à monter ton argent, c'est que l'impôt qui a été payé dans la compagnie opérante, là, c'est un peu un prépaiement d'impôt pour son actionnaire. La journée qu'il va avoir un dividende, ce qui a été payé par la compagnie va lui être crédité à travers une mécanique qu'on appelle les crédits d'impôt pour dividende. Donc, il n'y aura jamais de l'impôt 2 fois, là, à moins qu'il y ait une erreur assez... que j'appellerais de débutant. Là. Donc, mais il y a l'impôt de la société, puis il y a le crédit pour impôt pour dividende, puis après ça se promène dans la structure, puis ça devrait être égal qu'il y ait une compagnie ou qu'il y en ait 10. Puis la raison pourquoi les gens ont souvent la perception de dire que un dividende, tu payes moins d'impôts qu'un salaire, fait que je vais me sortir un dividende, mais c'est que sur un dividende, l'impôt est déjà prépayé par la société opérante versus le salaire où il n'y en a pas d'impôt qui est prépayé dans la... Oui, c'est ça, parce que le salaire réduit l'impôt de la compagnie versus le dividende où tu as une première ponction et puis après ça, c'est crédité dans les mains. Donc, si vous faites l'exercice au long, vous allez arriver à peu près avec le même impôt à payer à la fin, et sauf pour le report. Mais théoriquement, parce qu'il y a 2 choses qui peuvent arriver, là, donc qui pourraient peut-être nous faire dévier de ça. Il y a si votre compagnie a moins de 5 employés, 3 employés plutôt, payent moins de 5 500 heures. Mais là, vous allez être mieux qu'un salaire parce qu'en fin de piste, le dividende va vous coûter un peu plus cher parce que le taux d'impôt est plus élevé. Et puis, il y a la variation du taux d'impôt dans le temps du dividende. Donc, plus le temps passe, moins le crédit pour le dividende est intéressant. Donc, si quelqu'un qui a payé de l'impôt il y a 15-20 ans à 22 % puis aujourd'hui, il est crédité à 13 %. Mais il y a le facteur temps, mais ça, on ne peut pas vraiment le prévoir. Là. Donc, non, de la même façon, dans la planification, c'est de dire si je sors tout dans ma société de gestion, ça va me permettre de l'utiliser un peu comme un REER ou comme un FER, où est-ce que tu vas te le sortir tranquillement
pendant ta retraite, donc tu vas payer moins d'impôts. Moi, j'en ai vu des situations où arrive le fait où la personne, par ses placements puis par la quantité d'argent qu'ils ont dans leur société de gestion, vont quand même être au taux d'imposition le plus haut parce que il faut que tu sortes, sur ta planification, il faut que tu sortes un 200 000 par année pour le vider jusqu'à ton décès. Là. Fait que c'est sûr que oui, en théorie, on avait bien pensé au début, mais par la malchance ou la chance de la personne qui a tellement de revenus, a tellement de placements personnels que finalement, ça vient annuler tous les bénéfices qu'on avait prévu faire. Là, mais... Peut-être un dernier point sur les placements. Ouais. Souvent, quand on s'assoit avec le conseiller financier, on ne pense pas au mix d'actifs qui devrait être détenu dans une société de portefeuille. C'est pas... dans le REER, il devrait avoir un certain type d'actifs. Personnellement, tu devrais avoir un certain type d'actifs. Puis la société de portefeuille devrait en avoir un autre. Puis souvent, les conseillers financiers ne vont pas faire la part des choses là-dedans parce qu'ils vont dire qu'ils ont maximisé le rendement, mais... habituellement, on essaierait de ne pas détenir de titres étrangers dans une société de portefeuille parce qu'on va perdre le crédit d'impôt pour impôt étranger. Donc, il y a quand même un coût là, sur le rendement. Donc, je n'ai jamais fait le calcul sur 20 ans, là, mais il y a quand même là, à tous les ans, un certain coût. Puis la fiscalité du gain en capital aussi n'est peut-être pas... tout à fait, si on veut, tu t'en perds un peu à droite pas à gauche. Donc, moi, je pense que les gens devraient avoir une discussion avec le conseiller puis s'assurer que le portefeuille est optimisé selon le type là, de compte ou d'entité qui est utilisé. Là. Donc, c'est peut-être comme le gain en capital, de ne pas le mettre dans ton REER, mais de le mettre dans ton CELI. Là. Fait que c'était des actions qui sont très spéculatives. Oui, mais ça, c'est un souhait. Ouais. Ça doit être très difficile à faire, mais je suis persuadé que des grandes catégories d'actifs peuvent être déplacées. Comme moi, je vois beaucoup plus les titres étrangers dans les mains d'un individu parce qu'on est en mesure d'utiliser contre l'impôt étranger et puis peut-être mettre les titres à dividendes, donc qui versent beaucoup de dividendes dans la société parce qu'à un moment donné, on va être en mesure... Il n'y aura pas d'impôt parce que c'est un impôt qui est remboursable. Ouais. Mais j'ai beaucoup de difficultés, moi, quand je regarde un dossier, à avoir une discussion avec certains conseillers parce qu'il y a une certaine résistance, là, mais d'un point de vue fiscal, il y a de quoi à faire là. Donc, c'est important parce que sur le long terme, mais il n'y a rien qui est quantifiable. C'est ça, on n'est pas capable de dire au client, mais voici, ça va te coûter X dollars sur un laps de temps. Mais du moins, il faut que les gens, quand ils ont une société de portefeuille puis ils mettent un portefeuille de titres à la bourse, mais ils devraient avoir une certaine conscientisation là-dessus. Oui, non, il y a vraiment plein de trucs là, que tu peux jouer là-dessus. Puis après ça, tu as fait mention un peu, mais puis ça sera probablement un sujet pour un autre épisode, mais le fait d'avoir le CDC, l'impôt en main remboursable au titre de dividende, c'est tous des trucs aussi que faut prendre en compte là, que c'est pas... que tu peux te le sortir, puis après ça, comment tu le sors de ta société de gestion. Là. Tout le décaissement d'une société de gestion, c'est toute une planification en soi. Là. Définitivement. Puis il faut que la déclaration de revenus soit bien faite. Je travaille sur un dossier présentement, puis les comptables ont complètement oublié de considérer que le client, sur ses portefeuilles de titres à la bourse dans sa compagnie, c'était des titres de société publique, mais que les dividendes qu'il avait reçus, c'était des dividendes déterminés, puis dividendes déterminés qui pouvaient donner un dividende à l'actionnaire qui était taxé à un taux qui est moindre. Pendant des années, le client paye donc, il vient d'allumer 10-12 ans plus tard que, oups, c'est peut-être pas... Il y a une erreur dans la déclaration de revenus, mais ça revient un peu à avoir un comptable compétent qui peut... toutes ces nuances-là peuvent les saisir à travers la société de portefeuille parce que c'est une fiscalité, il veut pas, qui s'éloigne de la compagnie opérante. On touche à des principes là, qui sont pas toujours... qui sont mal compris dans certains cas. Non? Ou du moins d'avoir le réflexe de voir une situation puis d'appeler Patrick. De faire réviser votre dossier par un fiscaliste. Là, mais je dis ça parce que je trouve ça un peu bête, là, la situation du client sur laquelle je travaille, où on se retrouve avec 10 ans là, de revenus de dividendes qui encaissés, puis sur lequel il aurait pu bénéficier là, de réduction d'impôts. C'est des petites choses comme ça qui s'accumulent. Les gens se plaignent qu'ils ont un fardeau fiscal, mais il y a de la paperasse, il y a de la conformité, mais je pense qu'il faut le faire comme il faut. Bon, ben, c'est une très belle note pour terminer l'épisode. Merci beaucoup, Patrick, d'être venu et de t'être prêté au jeu. Toujours un plaisir. C'est toujours très instructif. Donc, merci tout le monde. Merci.